Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va laisser quelques minutes là, pour permettre aux gens de se joindre à nous. Je vois là, la salle d'attente plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. Donc, en attendant que tous les participants se joignent à nous, nous vous invitons à indiquer là, dans le clavardage l'organisation pour laquelle vous travaillez ou l'organisation à laquelle vous êtes affilié et qui vous amène aujourd'hui à vous intéresser à ce webinaire de la vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique. Je vais également là, me permettre de vous partager quelques instructions techniques. Donc, il y a une période de questions qui est prévue à la fin du webinaire. On vise là, une durée d'environ 45 minutes ce midi. 30 minutes de présentation, de discussion là, sur le sujet et par la suite une période de questions à partir d'environ 12h30 jusqu'à la fin du webinaire. On vous demande de poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui apparaît Q et R en haut, qui est distinct là, du clavardage. Donc, posez vos questions dans le QR et on utilisera là, ces questions-là en priorité lors de la période de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions techniques, là, besoin d'un soutien technique, écrivez-les directement dans le clavardage là, pour celle-ci. Pour simplifier là, les échanges aujourd'hui, on va conserver là, les micros et les caméras fermés pendant la période de présentation, mais on va activer le tout lors de la période de questions à la fin du webinaire. Et comme je le mentionnais, on prévoit environ 45 minutes au total. Donc, sans plus tarder, je vais débuter avec une petite introduction du déroulement de la journée. Brève mise en contexte du projet, présentation des ressources disponibles et par la suite, je vais céder la parole à nos invités qui discuteront de la thématique 1, soit de la concertation des partenaires locaux et autochtones dans un contexte de structuration des activités récréotouristiques et touristiques euh, dans la réserve de biodiversité Wapishka. Et on terminera le webinaire par une période de questions. Pour la mise en contexte, le projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone a comme territoire de démonstration la réserve de biodiversité Wapishka. C'est une aire protégée depuis 2003 avec un statut permanent en 2009, qui est située environ 335-350 km au nord de Bécomo sur la route 389. Ça l'englobe une bonne partie du massif des monts Wapishka, également connu sous le nom des monts Grou, à l'est du réservoir Manicouagan. Il y a plusieurs sommets à plus de 1000 mètres. Il y a une présence de toundra alpine qui est un écosystème fragile et d'une riche biodiversité. Plusieurs activités touristiques sont présentes là, sur le territoire, que ce soit la randonnée pédestre, le ski de montagne, la raquette et également la motoneige hors piste. Pour mettre sur une carte, on peut voir là, en haut à droite, en rouge, la réserve de biodiversité Wapishka, à l'est du réservoir Manicouagan. Et c'est important de souligner que ce territoire-là fait partie du Nitassinan des Inuits de Pessamit, le territoire traditionnel de la communauté Innu présente là, dans ce secteur de la Côte-Nord. La vitrine, c'est un projet qui a comme objectif de documenter, d'expérimenter les meilleures pratiques, de générer les connaissances et de démontrer les retombées positives qui sont possibles avec un tourisme qui est effectué de manière responsable et durable, et également de diffuser ces connaissances et les meilleures pratiques afin d'inspirer d'autres territoires ailleurs au Québec. L'activité d'aujourd'hui tombe en plein dans l'objectif de diffusion. Pour ce faire, on a mis en place plusieurs ressources qui sont disponibles à vous en ligne, par exemple des vidéos, des fiches thématiques, des outils qui sont téléchargeables sur la page web du projet. Également, on a d'autres webinaires organisés mercredi 11 décembre sur la conservation
et les activités touristiques, le 22 janvier prochain sur l'encadrement des activités touristiques et le 19 février sur la sensibilisation et la mise en valeur des patrimoines. Je vais parler un peu plus là, de l'événement de démonstration et d'échange du mois de janvier à la fin du webinaire. Donc, avant de céder la parole à nos invités, je tiens à souligner que ce projet est réalisé grâce à un soutien financier de la part du ministère du Tourisme dans le cadre du plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025. Nos invités de la journée sont Jean-Philippe Messier, directeur général de la région de biosphère Manicouagan-Wapishka, et Annie F. Kingston, conseillère experte en tourisme durable, également à la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Ensemble, ils vous parleront de la première des 4 thématiques du projet, soit la participation et la concertation des partenaires locaux et autochtones dans le processus de gestion territoriale et de développement des activités touristiques à l'intérieur de la réserve de biodiversité Wapishka. Je cède maintenant la parole à Annie. Bon webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour faire d'abord une petite introduction sur cette thématique-là, la thématique 1 de notre vitrine, au niveau du tourisme responsable et durable appliqué à une gestion territoriale, c'est important de considérer ça dans une perspective qui est plus holistique et englobante parce que la sphère de gouvernance va se retrouver un peu transversale aux 3 pôles de développement durable, environnement, économie et social. Parce qu'il y a énormément d'actions à entreprendre et de motivations qui vont appuyer là, des actions de gouvernance. Petit rappel aussi, ce qu'on entend par une approche de gestion territoriale participative et adaptative, dans le fond, c'est une approche de concertation des organisations présentes sur le territoire et qui concilie les objectifs de conservation d'activités touristiques et de moduler et mettre à jour les décisions prises en fonction des connaissances scientifiques, des savoirs autochtones, des nouvelles données. Donc, sans plus tarder, pour le premier sous-thème, on peut passer à l'autre diapositive, Vincent. L'approche participative et adaptative au sein de la participation des partenaires locaux dans le processus de gestion territoriale et le développement des activités touristiques, je ne le dirai pas tout le temps aussi long, là, soyez sans crainte. Ça se découle en plusieurs éléments. Donc, il y a différents niveaux d'implication qui peuvent être entrepris là, dans une approche participative. On peut faire juste simplement au niveau d'information, on peut faire des consultations publiques-privées. On peut aller plus loin avec des activités de concertation, puis encore plus loin avec de la co-gestion tout simplement. Pour ce qui est des activités de concertation ou la forme qu'elle va prendre, c'est important de la structurer. Pour avoir une collaboration efficace, ça demande un cadre défini avec des rôles et responsabilités clairs, puis une organisation qui coordonne, qui chapeaute ces activités de concertation-là. Il y a plusieurs instances possibles qui peuvent permettre de structurer cette concertation-là. Ça peut être un comité de concertation ou de gestion territoriale, là, comme on va le voir avec l'exemple de la réserve de biodiversité Wabishka. Ça peut être aussi une table d'harmonisation, une table de structuration spécifique à une activité ou plus globale au sein d'une destination. Il peut aussi avoir des groupes de travail au sein de ces comités-là qui vont s'adresser à soit une problématique spécifique ou une activité touristique spécifique. C'est important dans l'approche participative d'impliquer une diversité d'acteurs du territoire pour avoir une vue d'ensemble et représenter les communautés locales, les réalités autochtones, les utilisateurs du territoire, ainsi que le domaine scientifique et les différents secteurs touristiques pour créer un peu un comité d'expertise régionale avec des recommandations basées sur les intérêts des parties prenantes. Fait que le gestionnaire de site, à ce moment-là, ça lui permet de mieux comprendre le territoire et les enjeux qui y sont liés. Les organisations participantes, c'est un moyen pour eux de mieux coordonner leurs actions, leurs propres actions, puis ça améliore aussi, au bout du fil, la qualité de l'expérience touristique. L'objectif, c'est vraiment de mettre à profit des expertises puis des expériences diverses au sein de cette structure de concertation-là, au bénéfice d'acteurs qui ont parfois des intérêts divergents. Puis l'approche adaptative, ben, on s'adapte selon l'évolution des situations, les nouvelles données, les recommandations du milieu. On peut aussi adapter la structure de concertation pour vraiment adapter à sa propre réalité. Donc, pour aller plus loin, on a Jean-Philippe qui va nous donner un peu plus d'informations sur la réalité et les actions qui ont été entreprises au sein de la réserve de biodiversité Wabishka.
Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la gestion territoriale participative basée sur le savoir, comment ça s'est fait au sein de la réserve de biodiversité Wapishka, puis comment s'est réfléchi l'instance de concertation, justement? Ben oui, merci Annie. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Ça me fait plaisir d'effectivement de répondre à la question. Peut-être en préambule là, pour bien répondre à la question un peu comment tout ça s'est mis en place. Il faut peut-être expliquer un peu d'où on arrive. Donc, probablement, moi-même, je suis impliqué depuis le tout début de ce comité-là, depuis plus de 10 ans, là, comme animateur des discussions qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui s'inscrivent dans un contexte particulier. Vincent a bien introduit un petit peu le territoire, mais on a des gens qui sont présents sur le territoire depuis très, très longtemps, des milliers d'années en ce qui concerne les Inuits, plusieurs dizaines d'années en ce qui concerne les utilisateurs du territoire, les associations qui sont présentes. Et au début des années 2000, il y a eu l'arrivée d'une réserve de biodiversité, donc une aire protégée formelle du gouvernement du Québec qui est venue s'installer dans un contexte où il y avait aussi une pratique de la motoneige qui était croissante. La motoneige, la technologie des motoneiges faisait en sorte que cette activité-là pouvait se pratiquer de manière de plus en plus accentuée dans un territoire comme celui des monts Wapishka, donc très montagneux avec des fortes pentes. Et c'est une activité donc qui était pratiquée à ce moment-là sans aucun encadrement. C'était une activité qui était pratiquée sans aucun zonage, sans aucun quota. On n'avait pas de données à l'époque pour appuyer quelques décisions que ce soit. On avait une supposition qu'il y avait des milliers de motoneiges qui se promenaient un petit peu n'importe comment dans le massif, mais il n'y avait pas de données probantes qui nous permettaient de vraiment faire un constat ou un diagnostic sur la situation. Il n'y avait aucune surveillance non plus qui permettait de faire appliquer le plan de conservation de la nouvelle réserve de biodiversité qui s'était installée. Et on avait aussi des groupes d'intérêt qui se parlaient à travers les médias, qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres et qui utilisaient ce type de plateforme-là pour discuter. Alors, effectivement, l'approche d'avoir un comité de gestion est apparue aux yeux de tous comme la bonne approche, donc participative, une approche de communication ouverte, une approche de plus formelle, donc un comité qui a des rôles et objectifs, puis qui a été composé probablement des Inuits de Pessamit, aussi des MRC. Il y en a deux en ce qui nous concerne, de l'Association touristique régionale, du Cégep, puisque c'est une approche basée sur le savoir, qui est un centre de transfert technologique en forêt boréale, des groupes environnementaux, puisque bien sûr, on est dans la dynamique d'une aire protégée. Alors, Environnement Côte-Nord, Nature Québec, la région de biosphère aussi s'est joint aux efforts, et les utilisateurs du territoire, donc l'Association des Amis des Monts-Gros et l'Association des motoneigistes du Nord également, qui sont membres du comité. Et c'est comme ça que le comité s'est formé à l'époque, puis il est encore en vigueur sous cette forme-là aujourd'hui. Super, je pense que ça illustre bien qu'on parlait d'impliquer une diversité d'acteurs, mais tu sais, d'aller plus loin que notre cercle, puis de penser justement à des acteurs tu sais, au niveau de l'environnement, de la recherche, des utilisateurs du territoire. Puis quand on parle de, souvent on entend, c'est important d'impliquer les communautés autochtones, mais comment bien le faire? C'est quoi les pièges à éviter? Dans le fond, au niveau de la réserve de biodiversité Wabishka, comment ça s'est illustré, cette implication-là de la communauté Innu de Pessamit dans la gestion territoriale de la réserve de biodiversité Wabishka, qui est située dans les Tassinats, le territoire ancestral des Inuits. Fait que ton expérience. Ben absolument. Puis juste pour faire aussi, encore une fois, peut-être un petit historique, il y a un intérêt de la part du Conseil des Inuits de Pessamit depuis très longtemps. Au moment même de fonder la région de biosphère Manicouagan-Wapishka, il y avait déjà un intérêt de faire un parc régional Innu à l'époque, un parc Innu. Alors, ça fait longtemps que le Conseil des Inuits de Pessamit s'intéresse à ce secteur-là. D'ailleurs, il a été rebaptisé avec le vocable Innu de Montgros vers Mont-Wapishka pour ces raisons-là. Et dans le cadre de cette implication-là, je dirais que cette implication-là, elle est à deux niveaux. Premièrement, le Conseil des Inuits de Pessamit, les Autochtones, dans le comité de gestion, ne sont pas pris sur le même pied d'égalité. C'est pas un intervenant parmi d'autres. Ça fait office d'une dimension de l'occupation du territoire, puis des intérêts qui sont véhiculés au sein du comité
avec je dirais, une importance particulière, étant donné évidemment l'historique, le fait que des familles sont présentes sur le territoire et même encore aujourd'hui. Donc, d'une part, il y a cet élément-là là, d'avoir un poids particulier, mais il y a aussi le fait que les Inuits sont présents sur le territoire ancestralement, mais encore aujourd'hui. Et dans le cadre des travaux du comité, continuent de participer par une présence sur le territoire et ont un rôle de surveillance. Puis je vois parmi la liste d'invités qu'il y a des gens du Conseil des Inuits de Pessamit qui sont avec nous aujourd'hui, puis j'espère qu'ils pourront eux-mêmes amener ces concepts-là, mais il y a par le rôle des agents territoriaux du Conseil des Inuits de Pessamit, on leur a conféré le rôle de surveillance du territoire. Et donc, ça crée ça, une occupation contemporaine du Nitassinan par les Inuits. On a cofondé la station Wapishka avec le Conseil des Inuits de Pessamit et la région de biosphère Manicouagan-Wapishka. Et donc, c'est pas simplement une présence au comité puis la participation au meeting, là. Ça s'inscrit pour les Inuits, puis ça s'inscrit pour le comité, puis moi-même comme animateur dans une dynamique aussi d'utiliser les travaux, puis la station en particulier comme une façon de mettre en valeur la culture Inuit. C'est une façon d'avoir une interface avec le public qui permet une compréhension culturelle qu'on n'aurait pas sans la station, puis sans amener ces objectifs-là dans les objectifs du comité. Et comme je le disais, avec la présence bien concrète et réelle des agents sur le territoire, ça permet évidemment de mettre en place un certain encadrement puis de le faire respecter sur le territoire. Nommé beaucoup de retombées positives d'avoir l'implication justement des communautés autochtones. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux ou même trois exemples concrets de retombées positives au sein de la réserve de biodiversité sur la conservation, sur l'expérience touristique, sur la concertation en général? Ben oui, évidemment. Puis encore une fois, ça fait 10 ans, là, plus de 10 ans qu'on discute. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments là, qui sont ressortis de tout ça. La première chose, je dirais, c'est que tout ça a permis d'établir un canal de communication qui est régulier, qui est continuel. Et moi, je mesure le succès de la démarche par la continuité de présence de l'ensemble des intervenants autour de la table. Alors, pour être bien franc, on n'est pas d'accord sur tous les points et il continuera d'avoir des éléments qui sont plus problématiques que d'autres, mais tout le monde demeure engagé à poursuivre cette discussion-là. Et on a maintenant un canal de communication qui est formel, qui est régulier, qui est, je pense, bénéfique aux yeux de tout le monde. Et donc, ça permet à tout le monde de participer à cette discussion-là sans utiliser, comme auparavant, les médias ou d'autres sources de prise de parole comme ça. Donc, clairement, là, un objectif de rassembler les gens puis d'avoir une discussion qui est continuelle puis qui s'inscrit dans le long terme. Deuxièmement, l'ensemble de ces discussions-là, nécessairement, ont permis d'avoir un encadrement rigoureux de la pratique. Et on parlait du conflit d'usage autour de la motoneige, par exemple, parce que les travaux ont porté sur beaucoup d'autres sujets, mais par exemple, aujourd'hui, par rapport à la situation avant, là, aujourd'hui, on a un système de guide. Et personne ne peut faire de la motoneige dans les monts Wapishka sans la présence d'un guide qui est dûment formé, dûment sensibilisé à la fragilité du territoire et dûment certifié par le ministère de l'Environnement pour exercer ce rôle-là. Et je tiens à le souligner, le ministère de l'Environnement, je viens de le nommer, a soutenu l'ensemble de cette démarche-là, le comité, depuis le tout début. Et ce n'est pas une chose nécessairement naturelle pour un ministère ou pour le gouvernement de déléguer tout le volet de discussion, tout le volet de réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place dans une réserve de biodiversité comme ça. Donc, il y a eu un signal d'innovation puis d'audace de la part du ministère de l'Environnement, puis je le souligne, qui a permis à tout ça de se mettre en place de bonne façon. On a aussi un système de zonage qui a été établi. On a 14% de la réserve de biodiversité qui est accessible aux motoneiges et 86% qui est inaccessible. On a un quota qui est établi à 18 motoneiges par jour. On a des équipements qui sont prohibés, qui sont autorisés et on a, avec tout ça, je pense, l'un des endroits les plus encadrés du Québec pour faire de la motoneige et certainement parmi toutes les réserves de biodiversité. Alors, je vais terminer là-dessus. Ce que ça a amené certainement comme bénéfice principal, c'est de centrer l'ensemble de la discussion, non pas sur une activité
et sur un élément, mais sur la conservation de ce territoire-là, qui est fragile, on le dit en introduction, et qui mérite le souci de tous pour s'assurer que ça va perdurer sur le long terme. Super, merci beaucoup pour ces réponses-là, Jean-Philippe. Puis je laisse la parole à Vincent pour une petite question aux participants. Oui, donc ben, merci d'avoir partagé plusieurs bons coups, plusieurs succès dans les 15 dernières années là, de la réserve de biodiversité Wapishka. Je vais activer le Mentimeter pour solliciter là, les participants et les participantes là, du webinaire à répondre à la question qui affiche à l'écran. On souhaite vous demander quels sont les principaux obstacles perçus pour la mise en place d'une instance de concertation au sein de votre site. Donc, voilà, le Mentimeter s'active. On vous demande de faire des réponses là, courtes en quelques mots, les mots-clés qui vous viennent en tête dans le volet droit de votre écran sur Teams. D'avoir là, ces principaux obstacles-là, si vous voulez bien nous les partager, ça va nous permettre là, de cibler un peu plus les échanges là, pour la deuxième partie du webinaire avant notre période là, de questions et à la fin complètement. Donc, on a déjà deux réponses. Le financement, l'impartialité du coordonnateur du comité. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont rentrer? Le financement, c'est en effet un point qu'on avait identifié. Puis je crois, Jean-Philippe, la multitude de partenaires et les différents agendas, le financement qui revient une deuxième fois. Jean-Philippe, est-ce que tu avais peut-être un petit conseil ou une expérience à partager sur cet élément-là? Ben, pendant que les réponses continuent de s'accumuler, là, effectivement, je pense que si au tout début de la démarche, on avait répondu à la même question, on aurait répondu le financement nous aussi. Au début, ça a été particulièrement difficile. Notre organisation a fait beaucoup de démarches à droite et à gauche pour trouver le financement pour réussir à pouvoir participer et exercer un rôle d'animation à ce niveau-là. Par la suite est arrivé le soutien du ministère de l'Environnement pour l'ensemble du comité, mais ce n'est pas arrivé tout de suite. Puis je vous dirais que la Caisse populaire de Bécomo a participé à la mise en place du comité de gestion, la SADC a participé à la mise en place du comité de gestion, ainsi que plein d'autres partenaires. Donc, ça a fait évidemment partie des défis pour nous aussi. Puis il a fallu qu'on fasse preuve d'imagination puis de patience là, avant que les choses au niveau du financement là, deviennent un petit peu plus régulières. Donc, je ne suis pas surpris de voir ça, puis c'est tout à fait normal et cohérent avec notre propre ressenti de cette démarche-là. On a d'autres réponses là, qui vont vers la multitude des partenaires, les divergences d'intérêts, l'absence de processus structuré. Puis je pense que la deuxième section, Annie, on pourrait poursuivre et ça va répondre là, à ces éléments-là qui ont été soulevés. Oui, totalement. Parfait. Donc, merci tout le monde pour vos réponses. On passe à la sous-thématique d'intégration des activités touristiques. Fait que pour bien le faire dans une planification responsable et durable du territoire, c'est plus que bénéfique de se doter d'un plan directeur et d'un plan d'action. Ça permet d'adopter une genre de feuille de route commune puis de faciliter la planification du développement des activités touristiques, entre autres, à l'échelle d'un territoire ou même d'une destination. Ça passe par un processus consultatif et collaboratif qui fait en sorte qu'il y a une implication en amont d'une diversité d'acteurs, comme je parlais tout à l'heure. Et cette implication-là, ça mobilise les acteurs justement dans la réalisation des actions qui vont avoir été définies dans le plan d'action. Donc, c'est en continuité, là, comme l'expliquait Jean-Philippe, là, la concertation va permettre la mobilisation tout au long du processus. Ici, j'ai simplement, je voulais distinguer plan directeur puis plan d'action, fait que c'est un peu un résumé du contenu qu'on peut retrouver là, dans chacun des plans. Un plan directeur, ça va vraiment plus avoir un objectif stratégique
quand on parle des grands principes, des fondements, orientations. Le zonage, ça va permettre de structurer les activités sur un territoire, puis de délimiter géographiquement le territoire en fonction de différents critères qui vont être découlés là, des orientations pour avoir été définies. Fait qu'on peut diviser le territoire en fonction des aménagements existants ou de la valeur écologique ou de la réglementation qui est déjà en vigueur, qui a plusieurs possibilités. Jean-Philippe en a parlé déjà. Il peut y avoir aussi d'autres éléments spécifiques au territoire. Dans le cas de la réserve de biodiversité Wapishka, il y a une section zone d'autorisation de la pratique de motoneige, puis c'est là qu'on précise davantage au niveau du protocole. Si jamais il y a des sections du plan directeur, plan d'action que vous avez dans votre propre plan directeur, puis vous ne voyez pas là, dans la liste, n'hésitez pas à l'inscrire dans le clavardage là, pour alimenter les discussions. Au niveau du plan d'action, c'est un objectif qui est plus opérationnel. Ça soutient la mise en œuvre du plan directeur tout simplement, fait que ça identifie les actions puis les ressources nécessaires par action. Que ce soit les partenaires financiers ou de réalisation, budget échéancier, là, fait que c'est assez simple comment ça se dit. Donc, sans plus tarder, on va aller rejaser avec Jean-Philippe. Ma première question, Jean-Philippe, comment ça s'est passé le processus de réalisation de ce fameux plan directeur-là pour la réserve de biodiversité Wapishka? Oui, encore une fois, merci de la question. Ben, premièrement, là, on le disait, là, ça fait 10-15 ans qu'il y a eu des discussions. Le plan directeur est arrivé encore récemment, donc c'est un peu l'aboutissement de l'ensemble des discussions. On n'a pas eu un plan directeur dès le début. Il y a eu beaucoup de discussions, de rencontres, etc. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que ça prenait un plan directeur qui est, comme je le disais, l'aboutissement, mais qui est une démarche d'ensemble. Donc, on avait tendance à parler énormément d'un sujet, la motoneige en particulier, et on avait moins tendance à parler des choses qui sont tout aussi importantes, le développement scientifique autour du massif et d'autres sujets comme ça. Donc, ça a permis d'élever l'hélicoptère, ça a permis d'avoir une discussion d'ensemble sur l'ensemble des paramètres de gestion de la réserve de biodiversité et même d'avoir, je dirais, une réflexion sur l'ensemble du massif des monts Wapishka. Et donc, la question était sur comment ça s'est mis en place. Une fois ça dit, puis une fois compris que c'est vraiment une démarche d'ensemble qui élève l'hélicoptère puis qui regarde sous toutes ses facettes le développement d'un territoire, le processus qu'on a mis en place pour y arriver n'a pas été un processus facile. Ça a duré 2 ans, tout ça, les consultations entre les différents groupes. En plus, c'était 2 ans de pandémie entre 2020 et 2022. On était donc principalement en ligne. On a éclaté le comité, le comité de gestion pour aller avoir l'opinion de plusieurs groupes qui n'étaient pas membres du comité de gestion. Et donc, au total, là, il y a 22 organisations, alors qu'on parle d'un comité de gestion à 6 ou 7 organisations. Là, au total, il y a 22 organisations qui ont participé sous forme de mémoire, sous forme d'intervention en ligne ou autre, aux différentes étapes de consultation qui ont mené à l'adoption du plan directeur. Alors, moi, je vous dirais, là, ce que je retire de ça en termes de processus, là, c'est que au début, on pensait que ça allait aller beaucoup plus vite. Puis, on a extensionné beaucoup les différentes périodes d'échange parce qu'on ne trouvait pas qu'on avait recueilli assez ou exploré assez certaines questions. Et donc, je pense que 2 leçons apprises, là, ce sont celles de se donner le temps, d'avoir un processus qui fait place vraiment à l'ensemble des opinions pour intégrer la démarche, puis de donner la place aussi aux groupes qui sont intéressés. Puis on a eu des groupes environnementaux nationaux qui sont venus participer à la démarche. On a eu des universités qui sont venus participer à la démarche. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement disons, de présence régulière au sein du massif comme tel, mais qui avait un mot à dire sur sa planification, sa gestion, qui avait une opinion, qui a été considérée au sens de la démarche, tout comme celui des membres même du comité de gestion. Puis tantôt, on voyait les différents obstacles. J'imagine que les obstacles vont se répéter dans la mise en œuvre justement d'un plan directeur. On parle vraiment comme du avant, là, pas nécessairement la réalisation des actions. Souvent, on va recommander de ne pas se fier uniquement aux demandes de subventions pour
pour le financement de la mise en place d'un plan directeur ou le comité de concertation, parce que ça a besoin comme d'être périn dans le temps. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour justement ces gestionnaires de sites-là qui ont nommé l'enjeu de financement en premier pour spécifiquement, par exemple, au plan directeur, parce que 2 ans, c'est quand même un enjeu de ressources aussi, là. Ça s'est passé comment l'enjeu de financement dans la réserve de biodiversité Wapishka? Ben, comme je le disais, c'est une question d'imagination et de démarche, là. Donc oui, c'est un enjeu réel. La gestion des aires protégées, ça tend à s'améliorer, mais la gestion des aires protégées est un enjeu au niveau du financement. Puis, sans connaître le contexte particulier des gens qui nous écoutent, là, qui, dans le fond, rendent la réponse un petit peu difficile, dans notre contexte à nous, ça a été rendu là, parce on était beaucoup plus loin dans le temps, puis il y a eu un soutien puis un financement important de la part du ministère de l'Environnement pour soutenir la période de consultation du plan directeur. Mais je me souviens très bien qu'à un moment donné, on voulait quasiment faire l'équivalent d'un BAP, là, puis on n'avait pas les ressources pour faire ça. Donc, on a pris certaines décisions d'aller en ligne, d'aller plus dans des versions plus, disons, modérées des techniques de consultation parce que le financement n'était pas complètement au rendez-vous. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est un bon exemple d'avoir adapté à sa réalité. Il y a peut-être un objectif de départ de comment on voulait que ce soit fait, mais pandémie oblige, entre autres, là, il y a eu moyen de s'adapter pour avoir un résultat quand même là, qui a été bénéfique là, pour la gestion de l'air protégé. Tu as nommé aussi beaucoup d'enjeux par rapport à la réalisation de ce plan directeur-là. C'est quoi les principaux bénéfices que le plan directeur puis le plan d'action ont apporté comme à la réserve de biodiversité Wapishka depuis que ça a été mis en place? Oui, ben, il y en a plusieurs bénéfices avant de terminer sur les enjeux parce qu'il y en a, il y a pas juste le financement là, qui en est un. Là. Je dirais qu'un autre, là, je me permets peut-être de le dire, d'élever l'hélicoptère, ça a été un enjeu pour nous. On a tendance à tomber dans les détails puis sur la question d'un sujet en particulier. Donc, réussir à avoir une vision d'ensemble, ça a été un enjeu, puis il faut être toujours vigilant à ça. Pour moi, un autre enjeu, ça a été la question de l'unanimité versus la version de consensus. Donc, on a un plan qui fait consensus, mais qui n'est pas unanime. Puis, c'est correct comme ça. C'est notre premier plan. D'ailleurs, quand on sera rendu à notre 5e plan directeur, peut-être que là, on va mesurer son succès par l'unanimité, mais là, on a un consensus. Je le disais, on a un zonage, par exemple, par rapport à la motoneige, 14% autorisé, 86% qui est non autorisé. Pour certains groupes, 1% c'est trop, puis pour certains groupes, 99%, c'est pas assez. Alors, il faut travailler au milieu. On n'a pas le choix de faire en sorte que y ait une zone de compromis qui s'exprime à travers des discussions. Et ça, pour moi, ça a été difficile. On avait une culture de l'unanimité qui faisait en sorte que ça a pris autant de temps. Puis à un moment donné, il a fallu, si on veut, aller plutôt vers la question du consensus. Puis je suis fier qu'on ait un plan consensuel sans qu'il soit nécessairement unanime. Une fois ça dit, ça a permis, puis ça, je tombe dans les bénéfices, de centrer, tout l'exercice du plan a permis de centrer vraiment l'exercice du comité de gestion autour des grands objectifs, des grandes aspirations de tous pour ce massif-là. Ça nous a permis d'avoir des objectifs communs puis de sortir de juste des discussions sur la prochaine saison qui s'en vient, le prochain sentier qu'on veut faire, etc. Puis vraiment de centrer l'action de tout le comité sur une planification bien établie. Et c'est ce qu'on fait maintenant au comité de gestion, de faire rapport, si on veut, de l'avancement du plan directeur, du plan d'action qui y est associé. Et ça permet de suivre, dans une période de temps, les enjeux, puis leur résolution à travers les différentes actions qui sont permises. Ça nous permet de prioriser, bien sûr. La dernière chose, c'est que ça nous a permis de s'entendre sur des principes. Et donc, ça, c'est particulier. Il n'y a pas juste des objectifs et des actions dans le plan, il y a des principes. Je vous en donne un par exemple, le principe de l'Inuit-Aitun. C'est-à-dire que la question Innu, la présence, puis les objectifs que poursuivent les Inuits Pessamit a préséance sur d'autres éléments. C'est écrit noir sur blanc dans le plan. Un autre principe, c'est le principe de précaution. Dans le doute,
on s'abstient. On essaie d'y aller avec des normes qui sont peut-être supérieures. Je disais qu'on avait un endroit qui était parmi les plus encadrés du Québec pour faire la pratique d'une certaine activité. C'est parce que le principe de précaution nous guidait vers un encadrement plus prononcé, avec un quota à 18, par exemple, que permissif. Alors ça, ce sont des principes qu'on s'est donnés. Il y en a d'autres, là, on n'a pas le temps de tous les couvrir, mais qui ont été, selon moi, quelque chose qui ont fait une différence là, pour le succès du plan directeur. C'est super intéressant. Puis je tiens juste à rassurer les participants. Il y a davantage d'actions et de principes justement de la réserve de biodiversité Wapishka qui vont être découlés dans la présentation des prochaines thématiques et des prochains webinaires. Donc, on va en parler plus à la fin du webinaire. Donc, rassurez-vous, il y a d'autres infos qui s'en viennent. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. On est rendu à une période de questions interactives. Donc, on vous pose une question avant de répondre aux vôtres lors de la période de questions et d'échanges. On serait intéressé à savoir si vous avez déjà un plan directeur, un plan d'action ou toute autre forme là, de planification en place pour la gestion de votre site ou de votre destination. Donc, le Mentimeter, vous avez la possibilité de répondre sur votre droite, oui, non, mais en développement, non, mais ça serait souhaitable, ou ça ne vous intéresse ou ne s'applique pas. Donc, on voit deux qui ne s'appliquent pas, un en cours de développement, bon, 5 qui ne s'appliquent pas. Donc, on a peut-être un auditoire là, aujourd'hui qui est un peu moins composé là, de gestionnaires de sites touristiques. Je crois qu'il y avait plusieurs là, associations qui étaient présentes. Donc, merci de vous être prêtés au jeu. On va poursuivre maintenant vers la période de questions. Voilà. Donc, pour la période de questions, je vous rappelle là, qu'on avait l'onglet questions-réponses. Donc, on va regarder là, à ce niveau-là pour répondre à ces questions-là en priorité. On va également activer vos caméras et micros là, pour la période de questions-réponses. On vous demande évidemment là, de respecter les droits de parole des personnes qui vont intervenir. Si on n'a pas d'autres questions dans le question-réponse, on prendra là également les questions à main levée avec la fonction main levée qui est disponible dans avec le petit bouton là, avec la main, lever la main en haut de l'interface Teams. Donc, pour débuter. J'aurais envie, excuse-moi Vincent, j'aurais envie de poser une question aux participants aussi qui pourront soit répondre dans la question-réponse ou dans le clavardage. Pour toutes les personnes justement qui ont répondu ne s'applique pas à la question précédente. Est-ce que vous aimeriez être impliqué dans un plan directeur peut-être d'une autre organisation? Quand on parlait d'impliquer une diversité d'acteurs, trouvez-vous que vous auriez un rôle, des responsabilités utiles dans la mise en place d'un plan directeur pour un autre type d'organisation? Ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à l'inscrire dans le clavardage. Donc, je vais débuter. J'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires, mais qui n'étaient pas nécessairement formulés en question par Madame Martine Cotte. Et on a une question par la suite là, de Marie-Hélène Langis. Donc, je vais commencer par prendre la question, puis ensuite, je donnerai la parole à Madame Cotte. Donc, la question de Mme Langis, comment prenez-vous en compte le plan de conservation dans le plan directeur et le plan d'action? C'est une excellente question. Jean-Philippe, veux-tu détailler à ce niveau-là? Oui, ben c'est la base. Là. Dans le fond, le plan directeur, c'est pas le plan directeur de l'ensemble du massif, bien que la réflexion, je le disais, a été une réflexion d'ensemble. C'est vraiment le plan directeur de la zone protégée, donc de la réserve de biodiversité Wapishka. Et c'est le ministère de l'Environnement qui non seulement participe à l'ensemble des échanges et a participé au
au tout premier plan de l'ensemble de l'élaboration puis de l'adoption du plan directeur, mais c'est aussi lui qui, si on veut, prend toutes les décisions finales. Alors, et s'assure de la cohérence entre le plan directeur et le plan de conservation. Donc, le plan de conservation, quelque part, il est absolument, il est toujours là, il est absolument important, puis il est inclus, si on veut, dans le plan directeur. La raison pour laquelle on a un plan de plus, si on veut, c'est que le plan de conservation, lui, est strictement focusé sur les objectifs de conservation du massif et ne porte pas sur le développement touristique, sur le développement scientifique, sur d'autres, sur le développement de toute la culture Innu. Donc, ça nous permettait, comme je le disais, d'élever l'hélicoptère. Mais les deux sont interreliés, puis c'est le ministère de l'Environnement qui est la courroie de transmission entre les deux, puis qui s'assure que tout ça fait du sens ensemble. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais donc maintenant, on va pouvoir activer, il y a Mme Cotte qui avait la main levée, on va activer son micro. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question par rapport, je crois, là, aux commentaires que vous aviez indiqués. Mme Cotte, la parole est à vous. Vous pouvez activer vous devez activer votre micro. On a activé, vous devez, Mme Cotte, là, si vous voulez poser votre question avec votre main levée, là, venir ouvrir votre micro. On a activé la possibilité là, de l'ouvrir pour vous, mais vous devez là, enlever le mute. Ça ne semble pas fonctionner. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, je vous invite à le faire, soit à lever votre main ou à les écrire dans le QR. Sinon, on avait une autre question qui nous avait déjà été transmise par courriel. Donc, la question est la suivante. Comment s'assurer qu'on a pensé à intégrer tout le monde et ne pas tomber dans le piège d'oublier des organismes importants ou pertinents? Jean-Philippe? Oui, je peux peut-être répondre. Puis je vois dans la liste des personnes présentes qu'il y a d'autres membres du comité de gestion là, qui sont là. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, là, non seulement pour poser des questions, mais peut-être pour y répondre aussi. Premièrement, c'est toujours difficile, là, c'est toujours un défi de ne pas oublier personne. Dans le cas des monts Wapishka, il y avait un historique assez long d'implication de toutes sortes de groupes parce que on a la mise en place de l'aire protégée avait fait intervenir un BAP. Donc, on avait une longue liste. De un. De deux, les membres du comité de gestion ont été mis à profit pour inviter d'autres organisations qu'elles jugeaient pertinentes autour d'elles de pouvoir les faire contribuer au processus. Donc, on a utilisé les membres du comité de gestion pour pouvoir s'assurer de ne pas oublier personne. Puis on a revalidé la liste plusieurs fois ensemble pour voir on est-tu en train d'oublier quelqu'un, etc., etc. Donc, une des raisons pour laquelle je disais qu'on a étiré la période de consultation une couple de fois, c'est que justement, il y a quelqu'un qui arrivait en cours de processus, qu'on n'avait peut-être pas pensé au préalable, puis qu'à cause des échanges, on disait, oups, cette organisation-là, ce serait pertinent qu'on aille son opinion. Et donc, on a étiré le temps un petit peu pour pouvoir faire place à tout ça. Donc, il n'y a pas de truc magique là, pour ne pas oublier personne, mais évidemment, le fait d'avoir un espèce de noyau là, de personnes et d'organisations qui sont autour de la démarche puis qui peuvent réfléchir à qui devrait être sollicité a permis je le pense, là, oublier le moins de personnes possible. Puis encore une fois, c'est un premier plan
peut-être qu'un peu pour tout le monde, là, c'est un plan qui a un début puis une fin. Il va en avoir un deuxième, un troisième, puis on va s'améliorer là, autant dans les objectifs qu'il poursuit que dans les personnes qui sont consultées pour l'élaborer, etc., de manière évidente. Ce n'est pas un processus cadenassé, c'est un processus qui est évolutif puis qui fait place aux apprentissages qu'on fait en cours de route. Je rajouterais quelque chose là-dessus. Je pense que quand on parle tout à l'heure, on disait une diversité d'acteurs, ça permet d'avoir une diversité de vision de ce qui se passe sur le territoire aussi, puis d'impliquer une diversité d'acteurs en environnement. Tu sais, justement, on en a qui participent, qui ont inscrit dans le clavardage, qui ont déjà entrepris des collectes de données, qui ont déjà des projets là, de surveillance du territoire, mais ça permet un peu de colliger les données, pas de travailler en silo, travailler en double. Puis surtout si le gestionnaire du milieu naturel n'est pas gestionnaire du territoire, n'a pas de pouvoir décisionnel exécutif, c'est encore plus important d'impliquer des acteurs territoriaux comme les MRC, ce qui est le cas avec l'exemple de la réserve de biodiversité Wapishka, pour justement que ça ne soit pas juste des directions, des idées qu'on aimerait qu'ils se réalisent, mais que concrètement, il y aura pas de règlements qui sont mis en place ou un soutien de la part des acteurs qui ont un pouvoir décisionnel sur le territoire. Merci. On arrive, oui, je vois qu'il y a Mme Charland qui a levé la main également. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et nous parler. Oui, vous m'entendez bien? Oui, Bonjour, moi, mon nom est Suzanne Charland, je suis membre élue du Conseil des Inuits. Puis quand vous parliez tout à l'heure, Madame Annie, de vision, tout ça, je pense dans l'élaboration du plan directeur, on a été énormément bien consultés. On fait partie, on travaille main dans la main avec la MBMU pour justement, RBMU maintenant, hein, pour justement travailler dans l'élaboration de tout ça. Puis je pense que en mettant nos gardiens du territoire pour surveiller les mongrous, tout ça, ça a permis justement de faire participer nos gens de la communauté, étant donné quand on parle de scientifiques, nous autres aussi, on a des savoirs traditionnels qui peuvent être mis de l'avant dans dans ce plan directeur-là. Puis je pense que notre vision est très bien transposée dans tout ce plan directeur-là quand ça concerne les Inuits, tout ça. On a, je tiens à dire aussi concernant les usagers de la montagne, nous avons aussi nos caribous. Fait que c'est une chose qu'on a mis de l'avant de protéger le peuplement de caribous qui se trouve aussi sur les monts, les montagnes, justement. Fait que concernant nous, notre participation dans tout ça, je pense qu'on est très bien positionné, on est présent, nos gardiens sont là. Je pense que nous autres, on est très satisfaits justement du plan directeur, puis avec notre station Wapishka qui permet de tout développer ça. Nous autres, on a une très bonne présence. C'était plus un commentaire pour inviter tout le monde à faire participer les communautés autochtones qui sont présentes sur leur territoire, parce que c'est quand même sur nos territoires que se trouve tout ça. Puis je pense qu'on est en tant que membre du conseil, on est très satisfait jusqu'à date de tout ce qui se passe, l'encadrement, tout ça, tout est bien respecté selon notre vision de l'Inuit-Dun. Donc, je tenais vraiment à mettre un petit point là-dessus. Puis à tous ceux qui veulent en faire un, qui pensent en faire un, de laisser participer le savoir traditionnel. Merci. Si merci vous avez des beaucoup. questions par rapport à tout ça, ne vous gênez pas de pouvoir en poser aussi pour ma part parce que nos équipes travaillent fort justement à faire respecter tout ça avec nos agents. Justement, dernièrement, avant justement le webinaire, j'ai appelé mon directeur, avais-tu quelque chose à ajouter avant, si je l'ai à parler ou quoi que ce soit? Il disait être très satisfait, que le ministère de l'Environnement aussi était très content. On est justement avoir beaucoup plus de pouvoir de surveillance est augmenté. Les négociations vont très bon train, même que ça se passe très bien. Donc, le ministère est très satisfait de la participation des membres de la communauté.
Donc, merci. Merci beaucoup, Mme Charland, pour ce partage. Est-ce que Mme Cotte, vous avez pu activer votre micro, régler ce détail technique-là? Je vais passer à la deuxième main levée. Dans ce cas-là, M. Danny Garant, vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez pour nous poser votre question. Oui, désolé, j'ai pas de caméra sur mon ordi. On vous écoute. Ma question, vous en doutez, touche montagnage hors piste. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon forum ou si c'est une prochaine webinaire, mais j'aurais aimé ça avoir une explication en quelques mots du comment et pourquoi l'établissement d'un quota au niveau de la pratique de montagnage hors piste en fonction de la capacité du milieu. Et dans un deuxième temps, qui est-ce qui est l'opérateur de la station Wapishka qui semble être le lieu central là, de la pratique, là? Étant donné que je connais que l'assaut des motoneigistes du Nord, eux, sont dans le fond un fournisseur de services à la station. À moins que... Corrigez-moi si je me trompe. Donc, le protocole d'encadrement de la motoneige va être détaillé dans le webinaire de la thématique 3 qui a lieu le 22 janvier. Je peux rapidement, donc les détails de l'établissement, des facteurs qui sont rentrés en compte, on va les aborder à ce webinaire-là. La station Wapishka est une copropriété du Conseil des Inuits Pessamit et de la région de biosphère Manicouagan-Wapishka et est venue de manière, quand on regarde la ligne du temps, venir répondre à un besoin d'avoir une instance de coordination pour faire appliquer et respecter le protocole d'encadrement. Donc, les partenaires, ces deux partenaires-là du comité de gestion ont levé la main, ont décidé de s'associer pour venir répondre à l'enjeu et d'avoir cette infrastructure-là qui donne une capacité de coordination des activités dans le massif. Je vous invite là, à venir là, au webinaire du 22 janvier. On va aller plus en détail là, sur la question de l'encadrement des activités à ce moment-là. Merci. Monsieur Robert Côté. Allô? Oui. Ouais, donc la question, là, c'est pour... je reprends la question de Martine Cotte. Là. La motoneige apporte énormément de revenus à la station Wapishka. La station Wapishka est propriété en partie de RMBMU. Est-ce que la RMBMU s'estime avoir agi dans un contexte d'impartialité ou d'absence de conflit d'intérêts dans le cadre du développement du plan directeur ou comment elle s'est protégée ou comment est-ce qu'elle était impartiale? Puis si oui, comment elle s'est protégée de son impartialité étant donné que ses revenus proviennent en partie des motoneiges? Jean-Philippe, pour cette question que je mentionnais plus tôt, il y a une perspective là, historique que la station Wapishka est venue répondre et mettre en place une capacité, mais par rapport au plan directeur et au risque de conflit d'intérêts. Oui, ça me fait plaisir de répondre. Puis je vais me permettre, là, si le temps nous l'alloue, de peut-être répondre en même temps à M. Garant qui, je ne sais pas s'il va être disponible le 22, juste pour être sûr qu'on profite de l'occasion. Premièrement, par rapport à l'impartialité et tout ça, d'une part, c'est un grand mythe, ça, que la station fait beaucoup d'argent avec la motoneige. La station est un centre de coûts et non pas un centre de revenus. Si on faisait ça pour faire de l'argent, on ferait bien d'autres choses. Ça, c'est le premier élément. Je veux casser ce mythe-là. Le deuxième, c'est que la RBMU ne prend pas de décision. Elle est un animateur des discussions. S'il y a une perception que la RBMU décide quoi que ce soit, c'est de l'ordre de la perception et non pas de la réalité. C'est le ministère de l'Environnement qui est le décideur à la fin de la journée.
c'est un plan directeur qui a été élaboré à 22 organisations qui ont tous eu voix au chapitre, 2 ans de consultation. Alors, à l'issue de ça, oui, la RMBMU, dans son rôle d'animateur, a été impartial, a été une voix au chapitre, comme la station, comme les Inuits, comme toute autre organisation qui ont participé de bon gré à cet exercice-là. Et il n'y a pas eu de préséance ou de quoi que ce soit là, qui peut laisser penser qu'une organisation plus qu'une autre s'est vue privilégiée dans l'adoption du plan. C'est un plan qui a été négocié puis qui a été, je le dis, endossé par presque l'ensemble, à très grande majorité, l'ensemble des organisations qui orbitent autour du développement du massif. Alors, là-dessus, pour moi, c'est très, très clair. Puis, un comité comme ça a besoin d'une animation. On ne jugeait pas que c'était pertinent que ce soit le ministère de l'Environnement qui l'anime comme tel, bien qu'il y participe, puis que quelque part, il y a aussi si on veut, une co-animation par le ministère, mais je le redis, au-delà du rôle d'animation, c'est le ministère de l'Environnement qui prend les décisions à la fin de la journée et qui tranche sur l'aire protégée qui est sous son égide. Ça, c'est pour la question de Robert. Pour ce qui est de la question de M. Garand, enchanté, premièrement, je ne pense pas qu'on se connaît. Puis ça me permet de répondre en même temps à la question de M. Côté. Il n'y a pas de base scientifique à pourquoi 18, puis pourquoi c'est pas 20, puis pourquoi c'est pas 120. Ça a été une prérogative du comité de se donner un quota. Au début, il était de 24. On l'a diminué à 18. Il pourrait évoluer dans le temps. C'est un principe de précaution. On a senti qu'il fallait limiter le nombre de motoneiges dans le massif pour pouvoir garantir son intégrité écologique. On a aussi statué sur un minimum de neige avant de démarrer l'activité motoneige. Il y a plein de précautions comme ça qui ont été prises et qui, effectivement, ont un ancrage dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des massifs au Yukon et des massifs ailleurs au Canada qui sont similaires, puis on peut se baser sur l'impact de la motoneige des massifs qui sont peut-être qui ont plus d'historique de données. Là, on commence, nous aussi, à avoir des données probantes, ce qui est intéressant. Mais je vous dirais qu'à partir du moment où le comité, que ce soit un groupe ou un autre, a dit « Moi, je juge que c'est important qu'il y ait un quota, puis qu'on limite le nombre de motoneiges dans la montagne », bien, ça a été entendu. Puis, l'ensemble des partenaires se sont ralliés à cet objectif-là et respectent cet objectif-là, de limiter le nombre de motoneiges dans la montagne. Puis, on parle d'un territoire qui fait 2 fois et demi l'île de Montréal, là, 18 motoneiges par jour. Alors, encore une fois, si c'était un objectif économique qui motivait le plan directeur, on ne serait pas dans des discussions de limiter le nombre de motoneiges à 18. On est dans un objectif et une logique de préservation de l'intégrité écologique de ce massif-là, de cette réserve de biodiversité-là. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vois qu'on approche le 13h. On visait un 45 minutes là, au départ, donc je vais devoir aller vers le mot de la fin. Pour les personnes qui ont des questions qui n'ont pas été répondues, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel qu'on va vous partager dans le clavardage. Également, je fais un petit rappel qu'il y a des webinaires qui s'en viennent le 11 décembre, le 22 janvier et le 19 février, que vous pouvez vous inscrire aux liens web qui vous ont déjà été partagés dans le clavardage. Les liens sont également présents sur le site web du projet Vitrine en tourisme responsable et durable. On organise un événement les 28 et 29 janvier à Bécomo. Qui a comme but d'aller en rentrer plus en détail, mais également de susciter des moments d'échange entre des gestionnaires de destinations touristiques afin d'inspirer et d'identifier des voies pour favoriser la transférabilité des bonnes pratiques de la réserve de biodiversité Wapishka. La date de préinscription à l'événement a été repoussée jusqu'au 4 décembre. Normalement, vous devriez avoir le lien qui vous est partagé en ce moment même dans le clavardage. Pour conclure, je tiens à rappeler le soutien financier du ministère du Tourisme au projet de vitrine en tourisme responsable et durable en contexte nordique et autochtone.
Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter par courriel si vous avez d'autres questions. Merci. Au revoir.